J'ai essayé de peser mes mots parce que j'imagine que c'est très compliqué à gérer le Paris Saint-Germain. Mais on a quand même un peu un sentiment de cours d'école. C'est-à-dire, on revient, et c'est vrai que tout le monde s'extasie du retour de Mbappé après 72 heures. Bon, Griezmann a fait la même chose, hein, mais lui, il est toujours à l'entraînement. On vient, et puis finalement, on programme des vacances. Alors c'est vrai, hein, en janvier, moi aussi, je préfère partir début janvier parce que les billets d'avion et l'hôtel, c'est beaucoup moins cher qu'entre Noël et le jour de l'an. Mais moi, mon employeur préfère quand même que je reste sur les vacances de l'ensemble de mes collègues. Mais visiblement, Mbappé a eu la possibilité de partir par hasard quand Messi revenait. Et puis, encore mieux, il part avec un pote. Parce que j'imagine bien sûr que si Hakimi... Avec son meilleur pote. Si Hakimi était allé voir je ne sais pas qui au PSG en disant finalement moi je préfère que mes enfants soient retournés à l'école pour partir en vacances, donc je préférerais partir début janvier, on lui aurait dit mais bien sûr Hakimi, part début janvier. D'ailleurs on va faire passer une petite feuille dans les vestiaires, et si chacun pouvait poser ses vacances, ça serait sympa qu'on puisse savoir, que le coach puisse savoir qui va jouer quand. Non mais sérieux. Alors après le coup de gueule de Thierry Bretagne, le coup de gueule de Pauline Gabert. non mais c'est quand même. Alors, on va laisser finir Pauline. On va laisser finir Pauline. Les journalistes sont assez gentils. Alors parfois, on s'offusquait que Marquinhos prenne 24 heures quand sa femme accouche, en disant quand même, il faut faire preuve de professionnalisme, il y a un match. Et par contre, qu'on parte une semaine à deux à New York, alors que la compétition a reprise, ça choque personne. Ben moi, ça me choque. Oh, il y a plusieurs raisons. La première, la première réflexion était sur la base on va dire, de l'économie des clubs et de l'expérience précédente du rugby, etc. Sur l'intérêt, évidemment, de vendre, parce que c'est ça dont on parle. Un championnat donc à des sponsors et surtout à des télévisions. Puis est arrivé là-dessus d'autres sujets, notamment sur les compétitions européennes, que au basket tout le monde, tous les clubs auxquels tous les clubs veulent participer. Et aujourd'hui, avec les fenêtres internationales et des choses qui ont évolué beaucoup, on a du mal aujourd'hui. Je vous dis très clairement, même aujourd'hui là. Début janvier 2023, avec la performance dont je me félicite vraiment, parce que c'est un succès que nous avons réussi à construire ensemble, des clubs français sur l'Euroleague, l'Eurocup et la Basket Champions League. Il y a des dangers avec 18 clubs, donc forcément autant de matchs dans les compétitions françaises plus européennes. De trouver des fenêtres pour finir la saison avant que la FIBA nous impose de l'arrêter. Et donc, c'est très compliqué pour les clubs d'avoir des dates. C'est très compliqué pour les joueurs, pour le rythme. Et on est dans cette situation où on a un basket français LNB qui se porte très bien, avec des salles qui sont de plus en plus garnies. Et pour connaître les autres ligues de basket et avoir discuté avec eux, on est un peu meilleur que les autres, on va dire. Même bien meilleur que les autres en termes de participation. Et c'est grâce aux clubs et aux vedettes qu'on a réussi à former avec les clubs. Mais c'est très, 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 très compliqué aujourd'hui pour le rythme de rester à 18. Voilà, pour être tout à fait clair, même si la motivation initiale a changé, le résultat fait qu'on ne peut plus rester à 18. 9 finales, 9 titres. Djokovic, c'est comme si on interdisait Nadal de jouer à Roland-Garros. Donc c'est pas possible. À un moment ou à un autre, les gens veulent le voir, veulent retrouver le gardien, celui qui a les clés de la maison, celui qui est chez lui, c'est Djokovic. Tout le monde attend Djokovic à nouveau. Après toutes ces histoires, est-ce qu'il va être capable de redevenir le joueur qui a failli faire le Grand Chelem ? Voilà, on l'attend, tout le monde l'attend. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Alors bien sûr, il y a quelques personnes qui ne seront pas tout à fait d'accord de le revoir aussi facilement, mais on le savait déjà, d'ores et déjà l'an dernier, quand il s'est fait expulser du territoire. Normalement, il était banni pour une période de 3 ans, puisque normalement, quand on se fait expulser du territoire australien, vous n'avez pas le droit d'y revenir pendant 3 ans. Et puis, un changement de gouvernement, enfin voilà, donc tout s'est remis en place très rapidement. Et c'est vrai, comme le disait Cédric, le public à Adélaïde est très content de le voir. Je pense que le public de Melbourne, ce sera pareil. Moi, Lucien Favre, de toute façon, je pense que son avenir, il est à court ou moyen terme du côté de Nice, puisqu'il n'a pas été choisi par les nouveaux propriétaires. Donc, à partir de là, je pense que dans la genèse de cette histoire, c'est mal parti. Et d'ailleurs, il y a eu
eu des tensions, ils ont réfléchi à le changer. Le recrutement, c'était Yann Moody qui l'a fait, qui est l'ancien de Crystal Palace. Donc c'est pour ça qu'on a eu des joueurs, des profils anglo-saxons, un peu dans tous les sens et de manière parfois incompréhensible. Schmeichel aussi, c'est lui, non, mais c'est juste une question de cohérence, quoi, tout simplement. Un directeur sportif avec un entraîneur, voilà, qui sont sur qui ont la même vision. Et puis quelles sont les réelles intentions, de Ineos. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de Nice? C'est quoi le projet de Nice? C'est quoi? C'est se qualifier en Ligue des Champions? C'est d'être top 5? C'est quoi? On le sait pas, ça, ils nous l'ont jamais réellement dit. N'oublions pas, Nabil, que dans la galaxie Ineos vient d'arriver, ou va arriver au mois de février, Jean-Claude Blanc. Oui, mais attention, Jean-Claude Blanc, c'est pas que sur le foot. Hein. Il prend le pôle sport de Ineos, et pour en avoir parlé avec lui, il va pas s'occuper que du foot. Hein. Et loin de là, très très loin. Donc c'est Florent Ghisolfi qui a et puis surtout quand il y a des rumeurs incessantes sur Ineos de vouloir acheter un autre club plus gros, plus prestigieux, notamment en Première Ligue. Donc ça, c'est t'as l'impression, United, voilà, Manchester ou d'autres, on verra. Le club de cœur de Sir Jim Ratcliffe. Donc voilà, après sinon ils font un peu n'importe quoi. Sur le recrutement, c'est parti dans tous les sens. À un moment, ils étaient assez inspirés. Au début, avec Rivière et Fournier, ils étaient assez inspirés. Ils avaient fait des bons coups, ils avaient été intelligents. Je me souviens de Belhanda, Balotelli, Ben Arfa et tout ça. Ensuite, ils ont basculé dans la post-formation de joueurs en échec dans les grands clubs. Voilà, mis à part Todibo qui a un succès, il y a eu quelques échecs. Et là, on ne sait pas en fait, c'est un attelage, on dirait du mercenariat avec des joueurs comme Nicolas Pepe qui viennent sans option d'achat, qui vont pas rester. Voilà, par exemple, si vous voulez frapper un coup, Pepe vous l'achetez. Mais non, mais Pepe il l'achète pas. Pepe ils se le font prêter. Et pourtant il y a de l'argent. Voilà, et pourtant il y a de l'argent. Donc je pense que le décollage de Nice, pour moi, il est prévu la saison prochaine.